Bonjour, mon nom est Pascal Noama et je vous souhaite la bienvenue à Dialogue Fidélité. Après un mois de mars plus difficile sur le plan des rendements, nous avons observé, comme c'est souvent le cas, un certain ralentissement au niveau des entrées nettes dans l'industrie des fonds négociés en bourse au mois d'avril à travers le Canada. Après approximativement 20 milliards par mois en entrées nettes au cours du premier trimestre, nous avons quand même vu un bon mois avec 13 milliards au mois d'avril, mais définitivement une tendance à avoir un petit peu moins d'appétit. Pour faire le point sur les tendances justement qui se dessinent dans l'industrie des fonds négociés en bourse, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Jonca-Bouchard, directeur FNB et solutions alternatives chez Fidélité. Donc Étienne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. On commence habituellement ces webinaires-là qu'on fait sur une base mensuelle, que ce soit avec toi ou avec Sébastien, un des stratèges au sein de ton équipe, en parlant des entrées qu'on a vues dans l'industrie, décortiquer un peu ce qui s'est passé. À quoi a ressemblé le mois d'avril cette année? Oui, bien, tu as mentionné un ralentissement. Définitivement, c'est juste les chiffres le disent. C'est assez clair, net et précis. Un ralentissement du côté des entrées d'actifs. Ceci dit, 13 milliards, c'est quand même un chiffre qui est, si on l'annualise sur une période de 12 mois, ça nous amène à un niveau significativement plus élevé que l'année record qui était 2025 avec 125 milliards. Right? 12 fois à 13, on, est quand même, on parle d'un quand même très bon mois là, dans tout l'ensemble. En termes de qu'est-ce qui a été populaire, c'est un peu une continuité quand même de plusieurs thèmes. Donc l'international, je pense que ça fait 16 mois de suite qu'on vient ici, moi au SEM, puis qu'on en parle, puis que c'est la même chose. Mais encore une fois, sur le 13, 4,4 milliards du côté des actions internationales et mondiales, je dirais, qui combinent les deux. Seulement 2,2 milliards du côté des actions américaines. On avait commencé à avoir un regain de demande malgré un mois d'avril qui a été fumant en termes de rendement du côté des États-Unis. Quand même pas trop d'appétit. Peut-être c'est juste plus une réaction, si on veut, par rapport au mois de mars qui a été plus difficile avec, quand on a vu évidemment tout ce qui était le conflit en Iran, les attentes d'inflation qui avaient augmenté, taux obligataires, etc. Bref, côté croissance AI, un peu moins bien fait aussi du côté des États-Unis au mois de mars. Et évidemment, on a vu comme le retour du balancier en avril. Définitivement, immense retour de balancier au mois d'avril. Puis avec tout ce qu'on a vu en termes d'anticipation de croissance de bénéfices, mais également tout ce qui a été livré en termes de croissance de bénéfices pour la fin de l'année dernière. Donc, là, beaucoup de compagnies rapportaient leur année fiscale 2025. Même les Q1 ont commencé à rentrer. Je veux dire, la croissance de bénéfices des entreprises moyennes aux États-Unis, c'est en ligne avec la meilleure année depuis 2021. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup du rendement qui a été livré en avril, qui est dû à ces fondamentaux-là qui ont été excellents. Quelques autres points que j'avais notés. Revenu fixe, vraiment un mois difficile. 900 millions sur 13 milliards, c'est de loin le plus petit pourcentage. Si on regarde les mois, puis on compare actions, revenu fixe, puis on regarde aussi toute la catégorie multi-actifs aussi, qui a eu un autre très bon mois. D'avoir le revenu fixe à un aussi petit pourcentage, c'est quand même assez anormal. Beaucoup moins d'entrées dans ce qui était alternative à des liquidités. Beaucoup moins de demandes pour, je dirais, l'entièreté du line-up de revenus fixes. Qu'est-ce qui, si tu avais certaines, on va dire, idées par rapport à qu'est-ce qui cause... C'est sûr que bon, les revenus fixes, ça a été un petit peu plus difficile. On voit encore la corrélation positive dans les actions, obligations, etc. Qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce que les gens font avec cette portion-là du portefeuille qui irait plus vers du revenu fixe habituellement? Tu l'as quasiment sorti là. C'est sûr qu'on a vu quand même beaucoup de demandes du côté alternatif. Est-ce que c'est des alternatives à des liquidités, à du revenu fixe? Pas nécessairement. C'était quand même tout ce qui était produit à levier, encore eu un autre bon mois. Donc, il y a quand même beaucoup de prise de risque encore du côté du marché. Donc, il y a peut-être une des raisons aussi. Donc, on n'est pas nécessairement en termes de protection. Il n'y a pas beaucoup de demandes pour de la protection en ce moment. Que ce soit du côté des mandats de faible vol, du côté des actions, du côté du revenu fixe, les alternatives à des liquidités, comme je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été positionnés en cash au mois de mois d'avril. C'est juste un appétit pour le risque qui a comme augmenté. Les investisseurs plus défensifs se sont probablement abstenus d'investir alors que les investisseurs un peu plus croissants sont continués de... Peut-être. Ça pourrait être définitivement une conclusion qui ferait du sens. L'autre réalité, c'est aussi ce que tu mentionnais du côté rendement. Les taux obligataires ont augmenté beaucoup. Je veux dire, on est comme 30-40 points de base sur le 10 ans américain, plus élevé qu'on l'était en début d'année. Les taux court terme ont augmenté aussi. Au Canada, on est rendu qu'on anticipe 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Je veux dire, on parlait de coupure encore une fois cette année. Mais là, les chiffres d'inflation qu'on a vus hier également ont comme encore rajouté un peu de... les chiffres d'inflation aux États-Unis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, étaient en haut des attentes. On parle de 3,8 % annualisé. C'est le plus haut niveau depuis 2023. Donc, je pense que d'un côté investisseur obligataire,
c'est sûr que c'est pas les choses que tu veux voir. Parce que s'il y a plus d'inflation, on parle de période de taux, donc des rendements peut-être un peu plus difficiles. Je pense pas qu'on parle de situations comme B22, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, on a quand même du rendement intéressant. Est-ce que ça voudrait dire que si on a une perte en capital, mais on offset avec du revenu, on va arriver à quelque chose de flat peut-être d'ici la fin de l'année, mais je dirais qu'il y a un peu plus de risques qu'on pensait il y a 3 mois du côté obligataire. Donc peut-être une réflexion là-dessus. Tu as parlé justement un peu de ce qui se passe au niveau de l'industrie. Tu as touché très, très, très rapidement sur le multi-actif. Ça m'amène un petit peu à pivoter. Chez Fidélité, on l'a vu dans les derniers mois, depuis les dernières années, c'est vraiment le multi-actif qui est là où la firme se démarque davantage, où on a le plus d'intérêt du côté de notre line-up de FNB. Ouais. Mais en général, chez Fidélité, est-ce que les tendances que tu vois dans l'industrie se reflètent aussi? Absolument. Ben, c'est sûr que chez nous, on a un biais extrêmement important vers tout ce qui est multi-actif avec nos FNB simplifiés qui, encore une fois, pour le mois d'avril, il y a 2 de nos solutions qui sont ramassées dans le top 10 de FNB en termes d'entrée. Ça, c'est étant le FNB simplifié équilibré, donc FBAL, c'est disponible en fonds. Puis le deuxième, c'est pour les actions, donc le FNB simplifié action, qui est un mandat mondial d'action avec un peu de crypto. Donc, ces stratégies-là continuent à avoir beaucoup de demandes. Comme je dis, dans l'industrie, on parle d'1,4 milliard dans l'industrie. Chez Fidélité, on représente environ 57 des entrées. Fait que si on calcule, on a fait peut-être un peu plus que 800 millions d'entrées d'actifs dans en haut de 700 millions d'actifs rentrés pour le mois d'avril. Si je regarde depuis le début de l'année, on parle d'environ 11 de l'industrie. Donc un peu plus que 7 milliards d'entrées d'actifs. Donc évidemment, un gros merci à tout le monde qui est sur la ligne, qui supporte notre business de fonds négociés en bourse. Mais je dirais qu'outre ça, on a eu encore un de nos gestionnaires exceptionnels, Mark Schmel, a eu un super bon mois d'avril. Les flows ont commencé à vraiment accélérer. Puis il a même été comme noté dans certains des rapports d'industrie que je reçois, autant de la part de TD, Banque nationale et autres, ça a été noté comme un des mandats qui a été comme le plus en demande d'un côté thématique. Donc évidemment, Innovation mondiale, eux, ils le bucket dans thématique, malgré que nous, on le sait qu'il est assez très flexible. Très flexible dans son mandat. Ça a été beaucoup en demande. Puis évidemment, une continuité encore de beaucoup de conseillers qui recherchent des stratégies un peu plus ciblées du côté factoriel, donc de nos mandats valeur, de nos mandats momentum, qui ont très bien fait l'année dernière et continuent quand même de très bien faire cette année, malgré que je dirais, au mois d'avril, c'était momentum, c'est tout. Tous les autres facteurs ne fonctionnaient plus. C'est tout l'inverse du premier trimestre, où est-ce que tous les facteurs fonctionnaient, sauf low vol, un peu qui allait un peu moins bien. Puis justement, au niveau de ces facteurs-là, tu mentionnes qu'il y a de l'intérêt pour ces facteurs individuels-là. Souvent, on les décrit comme étant des blocs de construction plutôt qu'une solution entière à eux seuls. Sans vouloir, on n'est pas là pour dire aux gens, voici ce que tu devrais utiliser pour tes actions américaines, etc. Tout ça, on sait qu'il y a beaucoup de gens, des courtiers en valeur mobilière, qui, entre autres, qui vont faire leur propre sélection de titres à la pièce pour le Canada. Beaucoup de gens dans l'industrie aussi vont utiliser de l'indiciel pour, entre autres, les États-Unis. Si tu avais à positionner certains de nos facteurs comme étant des compléments à ces positions-là, donc plutôt que de dire voici ce avec quoi on pense que vous devriez remplacer ce que vous utilisez, mais plutôt dire voici ce avec quoi on pense que vous devriez complémenter ce que vous utilisez. Oui, c'est une très bonne question. Puis tu sais, encore une fois, peut-être faire même un pas de recul, comme c'est quand on mentionne facteur, plusieurs. Les gens sur la ligne, peut-être, qui doivent se demander c'est quoi ça exactement. C'est simplement des indices qu'on crée, mais au lieu d'utiliser la capitalisation boursière comme critère de sélection de titres, on va utiliser des fondamentaux. Donc, autant du côté valeur, on va regarder des ratios de valorisation. Donc, on veut beaucoup de titres qui se transigent à rabais. Qualité, on veut des titres plus profitables, plus haut rendement sur le capital. Ça nous permet d'avoir des approches plus ciblées, donc des bons outils de diversification. Et évidemment, notre objectif, c'est de générer du alpha à long terme. Donc, c'est toutes des approches qui ont démontré, autant d'un côté académique que dans le pratique, d'être capable de générer du alpha sur des plus longues périodes. Ceci dit, if we put up slide 2, peut-être que vous allez voir le graphique que je vais mettre. Ah, parfait. Donc, vous avez le graphique à l'écran. Malgré que c'est des bons outils de diversification, puis à long terme, on le sait qu'on est capable d'aller chercher des alphas, ils sont quand même très cycliques. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on trouve dans le cycle économique, c'est que d'affaires également, en termes de croissance de bénéfices, productivité économique, etc., certains facteurs vont mieux faire que d'autres. Donc, je vais répondre à la première question dans le sens de diversification.
Je pense que pour le Canada, un mandat qu'on a parlé beaucoup dans les dernières années, pas non seulement parce qu'il a très bien fait, évidemment. L'année passée, notre produit de Momentum canadien, ça a été notre mandat dans toute notre line-up de plus de 50 ETF qui a eu le meilleur rendement absolu et le deuxième meilleur en termes de rendement relatif. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que les conseillers ont des questions. Ils se demandent pourquoi que ça s'est arrivé. La réalité, c'est que c'est une approche, je pense, qui est extrêmement complémentaire à ce que beaucoup de conseillers font dans leur sélection de titres ou bien même avec beaucoup de gestionnaires qui vont utiliser au Canada. On a tendance à avoir un billet valeur-dividende au Canada. Puis c'est simplement un effet de construction d'indices. Si tu regardes le S&P TSX, banque, énergie, matériaux, c'est pas des secteurs, du moins dans les 10-15 dernières années, qui se transigeaient à rabais. Donc, qui se transigeait à rabais et qui ne se transigeait pas à des primes. Donc, ça se retrouvait plus un marché valeur. C'est généralement des compagnies un peu plus matures, donc ils versent un peu plus de dividendes. Peut-être pas du côté matériaux, mais définitivement du côté énergie et du côté des services financiers. Donc, télécom aussi, entre autres. Télécom, donc on a des compagnies de télécom plus larges qui représentent la plus grosse partie de l'indice. Donc, d'avoir un mandat comme le côté Momentum qui peut aller chercher des peut-être plus petits titres, mais qui ont un potentiel de croissance parce que non seulement leur rendement s'est amélioré, mais on regarde également, quand on construit notre indice Momentum, une variable qu'on utilise, c'est est-ce que cette compagnie-là continuellement surpasse les attentes que les analystes ont? Donc, c'est le earning surprise qu'on utilise en anglais comme terme. Et c'est comme un ratio, je dirais pas binaire, mais c'est est-ce que tu as mieux fait ou moins bien fait? Puis nous, on va préférer ajouter des titres qui ont bien fait, donc qui ont continuellement battu les attentes. Donc, ça fait en sorte qu'on va dans des endroits où est-ce que peut-être que les conseillers ont moins d'exposition. Donc, je dirais l'année passée, par exemple, sans grande surprise, la chose qui a vraiment tiré le portefeuille à la hausse, c'est des surpondérations du côté aurifère, des producteurs d'or. Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans le portefeuille l'année dernière et pas qui ne sont pas là cette année, parce que ça l'a bien fait l'année dernière? La réalité, c'est que beaucoup de ces titres-là ont bien fait en 2024. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient commencé à les ajouter parce que là, ça montait. Et donc, qu'est-ce que j'aime du côté Momentum aussi, c'est que ça va aller dans des endroits où ils sont un peu moins confortables d'allouer de l'argent. Tu sais, d'acheter des choses à des 52-week high, c'est comme contre-intuitif en tant qu'investisseur. Tu sais, on aime mieux assez de voir un pullback d'une bonne compagnie, puis tu sais, on veut en bénéficier de la reprise de valeur, mais le côté Momentum va être indifférent au sentiment. Il n'y a pas de behavioral bias, comme on dit en anglais. Donc, je pense que ça peut être très complémentaire. Donc, Momentum, définitivement du côté canadien. Pour complémenter les mandats ou même ce qui s'apparente plus à l'indice ou qui a un penchant un peu plus dividende ou valeur. Là. Et ça va aussi faire en sorte, dans un marché canadien, où est-ce que tu as des périodes où est-ce que certains titres ont beaucoup de momentum et deviennent très gros. Pas pour nommer certains, tu sais, qu'on a vu dans le passé qui ont éventuellement dépassé RBC. Et par la suite, Valeant, par exemple. Valiant, même Shopify à un certain point. Tu sais, comme si tu le regardes d'une loupe valeur, qualité, faible vol ou d'un côté plus fondamental, tu regardes les valorisations, tu es comme je veux pas payer 40 fois les ventes ou 50 fois les ventes. Mais d'un côté momentum, ça se peut que on capte encore du upside. Donc, je pense que c'est un bel outil à considérer pour les conseillers de ce côté-là. Du côté US, c'est un peu comme l'inverse. Parce que l'indice en tant que tel, les plus gros titres, c'est eux qui ont le plus de momentum. Et c'est aussi le côté momentum américain. On va vraiment venir s'attacher à la thème ou thèse AI et tout ce qui est l'économie. En anglais, on dit trickle-down economy du AI. Ce qui découle de ça. Tu as les hyperscalers, mais après ça, tu as les chips, tu as le power grid, après ça, tous les matériaux de base qu'on a besoin, etc. Tous ces titres-là, on dirait qu'ils commencent à être interconnectés et le momentum le track très bien. Donc, je dirais que même ceux qui utilisent un S&P 500 vont avoir déjà une exposition importante là. Si on a un Nasdaq, encore plus. Et même dans certains facteurs individuels comme du côté qualité, c'était un peu l'inverse. On était exposé à beaucoup de software parce que c'est des compagnies très profitables. Donc, tu as eu comme l'autre côté de la médaille qui a été un peu moins agréable comme expérience. Donc, le mandat que j'aime beaucoup en ce moment du côté américain, plus le côté valeur. Et c'est pas parce encore là, en tant que complément qu'on parle. Je dirais même en termes de tu sais, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Si on en avait une, j'aimerais ça vous la partager, on n'en a pas. C'est juste plus, nous, on joue tout le temps les probabilités. Donc, c'est quoi les probabilités qu'un mandat versus un autre surperforme dans les 12 prochains mois? On a plusieurs différentes façons d'évaluer ça. Une des façons, c'est un modèle macroéconomique que notre collègue Bobby Burns utilise beaucoup, le modèle déjà vu. Donc, ça nous présente des périodes
dans le passé qui ressemble le plus à aujourd'hui et quel mandat a mieux fait dans les 12 mois. Donc, c'est assez, encore une fois, jeu de probabilité. Mais bref, on dévie. Pourquoi j'aime Valeur? Tu as beaucoup d'avantages de cette trickle-down economy-là. Donc, surpondération de services publics, surpondération du côté industriel. Donc, Caterpillar est un des titres qui nous a aidé le plus l'année dernière. Tu as quand même une exposition du côté technologie. Donc, environ 21 du portefeuille versus peut-être 28-30 pour l'indice. On commence à bénéficier d'un élargissement de marché. Donc, si on regarde cette année, il y a environ 53-54 des titres qui surperforment l'indice. Ouais. Ce qu'on ne voyait pas l'an dernier, ou en fait dans les 3 dernières années. Dans les 3 dernières années, 23, 2024, 2025, c'était entre 30 et 33 Donc, un tiers de l'indice surperformait. Si tu n'étais pas dans cette place-là, c'est pour ça que je pense que ça a été difficile pour beaucoup de gestionnaires, beaucoup de conseillers, parce que si tu faisais la sélection des sélections à la pièce de titres, c'était quand même assez concentré comme poche d'opportunités. Ça commence à s'élargir. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'économie va très bien. La croissance des bénéfices est définitivement là. Si on regarde le Manufacturing PMI de ISM, donc des recensements auprès des entreprises, est-ce que vous avez plus de nouvelles commandes? Est-ce que vos inventaires sont en baisse? Est-ce que la productivité est bonne? Le marché de l'emploi est bon? Et on est en expansion pour la première fois depuis quelques temps. Oui, et ça a été une contraction très lente. 2024-2025, on était comme en surplace, légèrement en bas du niveau de 50. Puis là, on recommence à reprendre, ce qui fait en sorte que je pense qu'il y a comme un peu de... et encore une fois, je vais mettre un astérix. Tout ce qui est côté inflation qu'on a mentionné tantôt, ça peut être un peu un effet atténuant à ça. Mais je pense que l'économie, généralement parlant, va bien aux États-Unis, qui est une bonne période pour le côté valeur. Ce qui contribue à l'élargissement de ce qui fonctionne, comme tu mentionnais justement. Puis que même quand tu regardes la plus récente période de bénéfices qu'on a connue, tu mentionnais, les entreprises ont battu les attentes, mais c'est aussi une très grande portion des entreprises qui ont battu les attentes. C'est pas très concentré. Concentré. Là, je pense que c'est quelque chose comme plus que 60, c'est 80 quelques % des entreprises. Disons plus que le 3/4 des entreprises qui ont rapporté leur Q4 et ceux qui rapportent leur Q1 en ce moment, la grande majorité surpasse les attentes. C'est peut-être pas nécessairement tout le temps le cas, mais généralement, on part avec des attentes élevées, puis on les baisse. Cette année, c'est un peu l'inverse. Donc ça a été vraiment, je pense, qui a stimulé le mois d'avril. Ceci dit, la troisième partie, encore une fois, pour Valeur, c'est que c'est un facteur qui fait très bien en période d'inflation. Parce que tu es surpondéré aussi du côté hard asset un peu, donc matériaux. Historiquement, l'énergie, pas en ce moment du côté américain, mais ça a été le cas dans le passé. Du côté financier, ça peut être bon aussi. Si les taux augmentent, ça peut être des marges qui s'améliorent du côté financier. Donc, puis ça se transige à rabais. Fait que, quand on a de l'inflation et des taux qui augmentent, tu as généralement une compression de multiples. Dû au fait que les taux de croissance sont escomptés. Là, je retourne dans la théorie CFA, là, on ne veut pas faire ça à personne un mercredi 10h30. Mais bref, le côté croissance fait moins bien en période inflationniste généralement. Donc, on aime côté valeur pour plusieurs raisons. Mais ça, c'est côté tactique. Et encore une fois, c'est pas une stratégie qu'on recommande nécessairement à la grande majorité de dire je veux prendre une position tactique. C'est plus complément, comme tu mentionnais, à ce qui est très populaire aux États-Unis en ce moment. Donc, momentum canadien. Valeur US. Côté des États-Unis. Puis aussi, ça m'amène à parler quand même, puis je vois le temps qui file, fait que je veux m'assurer qu'on ait le temps d'en parler. Dans ton titre, que je mentionnais aussi au début, oui, on a directeur du côté des fonds négociés en bourse, on a aussi directeur du côté produits alternatifs. Dans les dernières années, même très récemment et prochainement, on a un lancement justement du côté alternatif qui s'en vient. En fait, je vais mentionner aussi du côté des fonds négociés en bourse aussi, on a des lancements, on ajoute... lancements, mais quand même. Il y a des lancements pareils. Donc, y a-t-il certains points que tu veux mentionner justement par rapport à ces lancements-là? S'assurer que les gens sur la ligne soient au courant naturellement, mais aussi en termes de solutions où tu vois ces solutions-là peuvent être utilisées dans le portefeuille. Non, absolument. Puis je vais aller quand même brièvement un peu. Faudrait qu'on refasse la touche aussi sur les FNB simplifiés, parler un peu de... Juste donner une mise à jour par rapport à ce qu'on mentionnait de rendement en avril. Je pense que c'est assez intéressant pour ceux qui détiennent ça. Mais bref, très bon point. On lance tout le temps des nouveaux produits. Puis l'idée c'est tout le temps de continuer d'offrir plus d'outils aux conseillers avec qui on travaille. Puis c'est pas différent d'un côté fonds géré activement qu'un FNB du côté comme Smart Beta ou Factoriel. Du côté alternatif, c'est des stratégies long cours, des stratégies marché neutre, etc. On avait commencé à avoir une bonne gamme de produits individuels.
Puis un peu comme c'est l'habitude de fidélité, on aime beaucoup les solutions où est-ce qu'on va faire... Oui, exact. Donc, que ce soit les portefeuilles gérés, que ce soit des FNB simplifiés. Maintenant, avec nos fonds et FNB multi-actifs d'un côté alternatif, je pense que c'est vraiment ça l'idée, d'avoir plusieurs stratégies qui ont des objectifs différents. On les package en un, ça donne une expérience beaucoup plus stable. Évidemment, du côté alternatif, l'idée ici, c'est d'offrir des stratégies qui offrent des rendements similaires aux actions, mais avec une volatilité beaucoup plus faible. Donc, on avait lancé l'année dernière notre FNB Multi-Alt Equity. Il faudrait que tu me rappelles le nom en français. Multi-alternatif action. Multi-alternatif assez action. direct comme Là, on lance traduction. le multi-alternatif équilibré. Exactement, Donc, on introduit une nouvelle stratégie qui est une stratégie long cours obligataire où est-ce qu'on va tenter un peu la même idée que du côté des actions, de cibler des titres de qualité pour les longs et voir peut-être des opportunités où est-ce que ça peut être autant d'un côté downgrade. Donc, tu peux avoir une obligation qui est peut-être un triple B qui est à risque de passer un double B, des opportunités de prendre des gains avec des positions courtes. Bref, ça va être une stratégie relativement core, honnêtement. Donc, va avoir la flexibilité quand même pour aller dans le côté rendement élevé aussi. Mais je dirais que ça risque d'être quand même assez core comme stratégie. Puis, on va offrir ça dans un package. Puis, pour les gens qui recherchent une exposition à de l'alternatif, mais qui ne veulent pas choisir une stratégie ou deux stratégies, ben ici, vous en avez 5, 6 dans un package. Puis aussi, c'est entièrement liquide. Donc, tu sais, il y a eu certains liquide. joueurs qu'on n'a pas besoin de nommer qui ont eu des problèmes au niveau de devoir bloquer les sorties. Pas de frais de performance non plus. Fait que d'un point de vue frais de gestion aussi, plus abordable qu'il y a beaucoup d'alternatifs. Absolument. Sinon, aussi, je reviens à nos FNB qu'on a parlé depuis le début ou presque de notre webcast. On a aussi, tu sais, tantôt, on a parlé des facteurs uniques. Ouais. Parmi les solutions qui sont très populaires aussi, surtout dans les dernières années, ça a été nos combinaisons de facteurs pour chacune des régions, que ce soit au Canada, US, international. US international existait en version FNB ainsi qu'en version fonds commun. Ouais. Côté canadien, existait seulement en version FNB. Ouais. Maintenant, fonds commun. Maintenant, fonds commun. En fait, prochainement, fonds commun, je devrais dire. Mais, comment tu vois justement l'utilisation de... Ou tu sais, qu'est-ce qu'on a vu qui a fait le succès, en fait, de ces solutions-là à l'international aux États-Unis? Et pourquoi tu penses que ça peut être justement quelque chose qui a du succès aussi du côté canadien? Bien, je dois te dire merci un peu à toi, mais c'est toi aussi qui nous a dit hey, je pense que ça serait bon qu'on ait la version canadienne Pourquoi également pas en l'avoir? fond. Pourquoi pas l'avoir en fond? Donc, c'est des stratégies. Tantôt, on parlait de momentum, de valeur. J'ai mentionné qualité, c'est un peu plus difficile, etc. Quand on prend une position dans un facteur individuel, l'idée, c'est d'être très différent de notre indice. On a 100 titres, tous du même type de profil ou profil similaire. Donc, ça fait en sorte qu'on a plus de tracking error, donc on va plus être distant de notre indice de référence. Lorsqu'on les regroupe ensemble, l'idée, c'est de capturer le alpha de toutes ces stratégies-là sur le long terme, mais de le faire de façon plus stable. Oui. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la moyenne au bâton. Tu sais, de faire des simples au lieu d'essayer de faire une coupe de coups de circuit une année sur deux ou une année sur trois. Ouais. Puis les autres années, on est plus en ligne avec notre benchmark ou légère sous-performance. Donc, ça fait en sorte que c'est des positions très core. C'est un peu notre offre ou notre compétiteur à du passif pur ou du bêta pur. Puis je pense que ils fonctionnent tous pour des raisons différentes. Là. J'ai comme mon raisonnement différent pour chacun. L'international, une des choses qui est le plus évident pour moi, c'est que c'est un marché très large, qui est beaucoup moins efficient que le côté américain. Donc, il n'y a pas de critères d'inclusion pour l'MSCI, EA, EO ou EFI. Donc, je pense qu'on est capable d'optimiser un indice beaucoup moins efficace. Côté américain, c'est parce qu'on est beaucoup moins concentré. Puis du côté canadien, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va nous permettre d'éviter des situations un peu à l'inverse de ce que je disais tantôt, momentum, où ce qui va nous permettre de capturer la hausse, c'est qu'on va généralement être un peu plus diversifié en termes de secteur aussi. Donc, on peut aller chercher les endroits qui sont peut-être un peu moins pondérés dans l'indice, mais qui ont des fondamentaux très bons. Donc, je pense que ça, c'est le plus gros point valeur pour le Canada. C'est aussi une façon, je pense, d'aller chercher du alpha dans un marché où est-ce que, encore une fois, dû à la concentration sectorielle, si on a une stratégie avec une approche, l'écart de rendement peut être très grand. Tu sais, si je regarde notre momentum canadien versus notre faible vol canadien l'année dernière, le spread entre le meilleur et le pire facteur était immense. Tandis qu'aux États-Unis, moins. Tu sais, c'est plus serré parce que tu as plus de gros titres, puis les secteurs sont un peu plus larges à d'autres endroits. Au Canada, ça peut être immense. Donc, d'avoir une approche qui combine les facteurs, ça fait en sorte qu'on va avoir une expérience beaucoup plus constante du côté canadien. Tu sais, tantôt, tu mentionnais même justement nos portefeuilles de FNB simplifiés.
La réalité, c'est que ça, c'est les composantes sous-jacentes de nos portefeuilles d'effets. C'est comme si on allait extraire la portion action canadienne ou US ou internationale. Puis c'est ça qui, depuis le lancement de nos portefeuilles FNB, les premiers ont été lancés en 2021, la majorité de la surperformance a été générée par ces facteurs-là, justement. Absolument. Ben, c'est comme une pyramide. C'est pas un scheme pyramidal, évidemment. Un terme dangereux dans notre industrie. Non, c'est pas ça l'idée. Ça ressemble à une pyramide. C'est pas une pyramide. Si on regarde les facteurs individuels, on a 12 facteurs individuels ou 12 mandats factoriels. Donc, 4 Canadiens, 4 Américains, 4 internationaux. Fait 12. Après ça, 3. Après ça, 1. Right? Le 3 étant les régionaux qu'on vient de parler, les 12 individuels, puis après ça, les FNB simplifiés, eux, ils vont acheter les 12. Donc, en une solution, tu peux avoir l'exposition mondiale à tous ces produits-là, au lieu de par région ou de par facteur individuel par région. Donc, ça fait en sorte que c'est sûr que pour nous, le positionnement à long terme, si on achète un FNB simplifié, vous avez l'accès à toutes ces solutions-là. On le rééquilibre de façon systématique. Ça fait en sorte qu'on a des portefeuilles très core, mais qui ont fait un excellent travail de génération d'alpha parce que dans certaines années, c'est le momentum qui fait le mieux. Dans d'autres périodes, ça a été le valeur. En 2022, c'est valeur low-vol qui a bien fait. 2023, 2024, c'était vraiment momentum. L'année passée, c'était comme un mixed bag entre valeur et momentum. Puis cette année, ben, je dirais que jusqu'à la fin mars, on parlait vraiment de valeur, on parlait de faible vol même qui avait bien fait. Momentum quand même bien aussi, donc il y avait beaucoup de facteurs qui fonctionnaient. Puis là, en avril, momentum, mais quand même, je pense que ces portefeuilles-là, pour beaucoup de conseillers, représentent une opportunité de répondre à plusieurs questions. Donc, puis ils sont disponibles en fonds, évidemment. Vous voulez l'intégrer pour certains de vos clients, c'est très compétitif en termes de coûts. Donc, juste pour quand même là, faire un petit peu un sommaire de ce qu'on a discuté. Donc, naturellement, puis je pense qu'on peut commencer avec ça, avec quoi on a terminé, en fait. Pour bien les situations où est-ce qu'on veut les solutions clés en main, simples, moins chères aussi, nos portefeuilles FNB simplifiés continuent de faire partie de nos suggestions. Ouais. Si on veut, par contre, aller cibler les régions individuellement, mais on veut quand même quelque chose de simple, de diversifié, etc., on peut se diriger vers les FNB régionaux, fait que ce soit le toute action canadienne, toute action américaine, toute action internationale. Mais pour ceux qui ont déjà peut-être certaines composantes en place, puis qu'on veut aller peut-être complémenter, tu parlais du côté canadien plus de momentum, alors que du côté des États-Unis, on considère plus le côté valeur. Oui, puis je dirais que ça, c'est juste par, encore, probabilité. La probabilité, c'est que la plupart des conseillers qui nous écoutent ont un billet qualité-croissance du côté américain ou un billet valeur-dividende du côté canadien. Moi, je fais juste prendre pour acquis que la grande majorité des gens, c'est un peu le type d'exposition qu'ils ont, surtout s'ils achètent l'initial. Donc, ceci dit, c'est aussi des mandats qu'on aime beaucoup d'un côté tactique en ce moment. Donc, surtout du côté des États-Unis, on pense que côté valeur, momentum, selon nous, sont les mieux positionnés. Du côté canadien, momentum. Puis, du côté international, c'est vraiment, encore une fois, aussi le côté momentum et même, je dirais, côté valeur. C'est très typique de l'environnement milieu de cycle. Donc, si j'étais pour clore le commentaire là-dessus, c'est que je pense que, selon nous, environnement milieu de cycle, croissance des bénéfices très bonne, économie qui est résiliente. Je pense que le seul astérisque qu'il faut faire vraiment attention, c'est où est-ce que les banques centrales est-ce qu'ils vont adapter leur ton à des attentes d'inflation qui ont augmenté. Dans un monde parfait, on voit les prix de pétrole baisser, puis je pense que le marché est très bien placé en termes de valorisation de croissance pour avoir une très bonne année. Donc, Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais,
de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!